le premier argument, c'était celui des particules fines. Déjà, quand Anne Hidalgo a fermé les quais, et on remercie évidemment Roulé Libre d'avoir contesté cette décision, et ça a porté ses fruits, même si après elle a trouvé une petite astuce, mais voilà, ça a été un combat vraiment bien mené. C'est que tous les rapports, et il y en a encore un qui est sorti en mai dernier, tous les rapports montrent que la pollution ne s'est pas du tout évaporée, mais s'est simplement déplacée, et ça a même créé un petit peu plus sur d'autres axes en fait. Euh, Par exemple, donc c'est une évaluation de l'Institut des politiques publiques qui nous dit, je cite, la fermeture des voies sur berge à Paris a dépassé la pollution sur les actes ouest-est du périphérique sud, et la fermeture de la voie sur berge a conduit à une hausse de la congestion de 15%. C'est une réalité. Il n'y a pas eu évaporation du trafic, on l'espérait. Cela met peut-être plus de temps que prévu. Ah bon? Il faut envisager aussi ce type de mesures de piétonnisation et de développement de mobilité douce à une échelle plus large, blablabla, quoi. Donc ça pareil, ça c'est un argument que je trouve très fort, c'est que en fait, en posant énormément de restrictions, mais des restrictions qui sont totalement inefficaces, on dit ben voilà, on va empêcher les voitures de rouler juste parce qu'on veut plus les voir. Donc on va empêcher, on va décourager. Donc c'est déjà le cas avec les nombreuses taxes, etc., les radars et compagnie. On va décourager l'usage de ça parce que pour des raisons idéologiques, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas. Alors parfois les fondements idéologiques, pardon, c'est sur la liberté. Les élus, allez, on peut dire le mot, hein, les élus écologistes sont souvent défavorables à la liberté, notamment la liberté individuelle. C'était également une idéologie, souvent, donc ceux qui sont anti-voiture globalement ou anti-mobilité motorisée, contre le modèle de la performance, parce que l'automobile, l'industrie automobile, comme la moto, comme l'aviation, c'est une industrie de performance. C'est-à-dire que on est bon dans ce domaine quand on est performant. Le but, c'est d'aller plus vite, plus loin, d'avoir une voiture extrêmement confortable, d'avoir un truc tip-top avec plein d'options, plein de fonctionnalités, etc., etc. Et voilà, et ça, c'est quelque chose, cet aspect performance n'est pas du tout apprécié par malheureusement beaucoup de gens. Et le dernier aspect idéologique, c'est également le progrès technique. Ça rejoint un peu la performance, mais dans une autre optique, c'est-à-dire que il y a une partie de ces gens qui considèrent que on doit on doit arrêter le progrès technique, et on doit retourner à minima dans les années 70. Sinon, plutôt fin du 19e siècle, ça serait pas mal. Voilà. Et qui se réjouissent notamment de la décroissance économique, de la crise économique suite à la Covid. Donc pareil, souvent ce sont des gens qui ne sont pas concernés par les différentes crises parce qu'ils sont voilà, soit retraités, soit sans emploi, donc voilà, soit dans la fonction publique, et donc ils ont mais ça dépend des endroits bien entendu, ils ont un salaire quasiment assuré et une place assurée. Donc voilà sur le déplacement de la pollution, quand on restreint quelque chose, il y a un flux, c'est comme une rivière, hein, il y a un flux, il y a un besoin de mobilité qui doit passer. Donc, comme il ne peut plus passer par les transports en commun, qui sont pleins, puis il y a évidemment d'autres problèmes que tous les franciliens connaissent, c'est-à-dire ils sont bondés, ils ne sont pas fiables. Il y a des problèmes de sécurité, notamment pour les femmes. Je pense que Anne Hidalgo, alors je ne sais pas si elle a des enfants, mais je pense qu'elle ne conseillerait pas, si elle avait une fille entre 15 et 25 ans, même plus âgée d'ailleurs, hein, elle ne conseillerait pas à sa fille de prendre le métro ou le RER seule à Paris vers 22 heures, quoi. Et avec on va dire une tenue d'été. Je pense que elle ne lui conseillerait pas ça. Et elle ferait prendre plutôt un taxi ou un Uber. Pour continuer sur la pollution, j'ai retrouvé une étude qui était faite en Russie sur la pollution des véhicules selon la vitesse. Et en fait, sur beaucoup de véhicules, il y a évidemment des exceptions à ça, notamment sur les anciens véhicules, mais sur de nombreux véhicules, l'optimum de vitesse est plus à entre 50 et 60 km/h. Et non pas à 20-30 km/h. François, je ne sais pas si tu peux mettre les graphiques.
Voilà, donc typiquement là c'est un Qashqai de 2010. Donc en gros les émissions de NOx, donc parce qu'on va pas parler CO2, parce qu'on a vu que ça ne servait à rien de parler de ça, strictement rien à voir dans le débat. On va parler uniquement de la pollution de particules fines. Vous voyez que que l'optimum n'est pas du tout à 30 km/h. À 30 km/h, il y a beaucoup plus de grammes de NOx émis par kilomètre qu'à 80, je crois que c'est 85, quelque chose comme ça, 85 km/h. Et tu peux montrer d'autres véhicules. Alors évidemment, ça dépend du véhicule, ça dépend de la motorisation. Là, sur un Qashqai plus récent, ça va être 60 et quelques kilomètres/heure. Voilà, ça dépend vraiment du véhicule. Le Qashqai, l'autre version, pareil, on est plus proche des 50, où les émissions sont quasiment nulles. C'est assez impressionnant. Et c'est le cas pour énormément de véhicules, mais peut-être que la mairie de Paris a des arguments contre ça, pour dire, ben non, nous, on connaît plein de véhicules qui ne sont pas comme ça. Moi, de mes recherches, je pense que c'est un argument faux, tout simplement. Il faut dire ce qui est. Surtout comment il s'appelle, le Premier ministre Castex a annoncé aujourd'hui ou hier la création d'un institut, pas un institut public, mais quelque chose dans le genre, ce qu'on appelle vulgairement un comité Théodule, pour rétablir la vérité contre les fake news. Donc peut-être que ce comité va pouvoir s'occuper des mensonges de la mairie de Paris sur ces arguments, sur les émissions des particules fines. Et après, on répondra aux nombreuses questions, juste ça, sur les particules fines. Ce qu'il faut également savoir, c'est que souvent on voit dans la presse Paris, la ville la plus polluée, telle ville d'Europe est très polluée, la pollution en augmentation, etc. En fait, c'est pas exactement ça. C'est que les seuils sont modifiés tous les 4-5 ans par l'Union européenne, et à chaque fois, en fait, on augmente les seuils. Ou plutôt on diminue les seuils, ce qui fait qu'on atteint plus vite les limites de la pollution. Et donc évidemment, si vous diminuez les seuils à chaque fois, il n'y a pas, y a pas de mystère. Si rien ne change, un beau jour, vous atteignez ce seuil et vous êtes considéré comme ville critique, très polluée, etc. On va donner un exemple concret, on va dire, pour paraphraser ce que tu nous dis. Si on estime aujourd'hui qu'une personne grande, c'est une personne qui fait 1m90, bon, bah, il y aura un certain nombre de gens qui dépasseront ce seuil et qui seront donc considérés comme grands. Mais si dans 2 ans, on dit que les gens grands, c'est ceux qui dépassent 1m70, alors il y aura encore plus de gens qui seront grands. Et si on dit que dans 4 ans, c'est 1m50, il y aura vraiment quasiment la totalité de la France qui non pas sera polluant, mais sera grand. Exactement, c'est une très belle comparaison, c'est tout à fait ça. Et en fait, en changeant les seuils, on modifie la perception. Et ça, je ne sais pas si on peut appeler ça de la propagande, mais c'est une bonne communication, on va dire ça comme ça. Et sachant que nos villes n'ont jamais été aussi peu polluées depuis plusieurs centaines d'années. On respire mieux aujourd'hui à Paris, même dans le métro qui est beaucoup plus pollué que le périphérique, tu le sais bien. Dans le métro parisien comparé au périphérique parisien, on respire mieux dans ce métro-là aujourd'hui que dans une rue à Paris en 1950. Ça, c'est clair et net. Malgré l'augmentation de la population et donc malgré l'augmentation de la consommation énergétique globale. Donc non, il y a un progrès dans l'efficacité de production énergétique qui est très très réel. Bah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pourquoi? Parce que moi j'ai été victime d'un accident très très grave et dans Paris en plus. C'était en. Ah, je sais pas, raconte-nous. Ben, je roulais donc en Solex, donc j'étais à peut-être 20 km/h, avenue de la Pyramide, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai été percuté de face par un automobiliste qui n'avait pas de permis de conduire puisqu'il avait été annulé vu qu'il avait déjà eu un accident, qui était alcoolisé et drogué à une vitesse qu'ils n'ont pas pu vraiment déterminer. On sait juste qu'il n'y avait aucune trace de freinage et qu'on l'a retrouvé un peu plus loin, endormi, à Charenton-le-Pont. Hein, c'est vous dire quand même les kilomètres. En fait, ils l'ont retrouvé en suivant les voitures qui étaient bingées. Ça donne une idée quand même de la violence du choc. Moi, on m'a retrouvé à
plusieurs dizaines de mètres plus loin. Hein. C'est quand même dire. La vache. El Solex, lui, on l'a retrouvé à plus de 100 mètres. Donc on pense que l'accident, il a tourné aux alentours des 100 km/h, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que quand on regarde le rapport d'accident, c'est extrêmement succinct. Hein. On n'en dit pas plus. On dit voilà, c'est la vitesse et puis c'est tout. Alors que par contre, quand on va voir plus loin au tribunal, là effectivement, il y a tous les faits qui sont énumérés. Donc en fait, entre le rapport d'accident et ce qui se passe après au tribunal, on découvre de nouvelles choses. Et là, c'est très très intéressant. Et on se rend compte d'un élément qui est très très important, c'est que même si on avait limité à cette époque cette zone de Paris à 30 km/h, ça n'aurait pas empêché l'accident, puisque de toute façon le mec il roulait drogué, bourré, sans permis, sans assurance, avec un véhicule qui ne lui appartient pas. Donc de toute façon ça n'aurait strictement rien changé au problème. Pour la vitesse, ça n'a changé, il est pour le permis, de toute façon, il s'en fout le type. Donc au final, on utilise l'argument de réduire la vitesse pour s'attaquer à des gens qui de toute façon habituellement ne la respectent pas. Et là c'est grave. Là c'est très grave. Tout à fait, oui, pardon, François. Je t'écoute. Oui, je pense qu'on n'avait pas parlé dans un autre direct. Mais c'est que souvent on lit dans la presse et là ton accident et je suis très content que tu t'en sois bien remis malgré la violence. C'est qu'on lit souvent dans la presse mais des cas comme ça, c'est-à-dire que personne à 120 km/h en plein centre-ville, en pleine rue étroite, sans permis, donc évidemment sans assurance, parfois avec un véhicule volé, drogue, alcool, problèmes psychiques, personne est schizophrène, ou parfois la personne est mineure tout simplement, c'est-à-dire que j'ai lu, c'est totalement hallucinant, une personne de 13 ans dans un véhicule volé sous cannabis qui fait une course-poursuite avec la police et qui au final renverse je sais pas qui. Mais attends, c'est quoi ce truc? Tu soulignes un truc très très important. Les usagers, en gros, les gens sociopathes, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire dans une société. Il faut soit les mettre dans un asile psychiatrique, donc c'est la responsabilité du ministère de la Santé d'organiser ça, que ce soit par le public ou par le privé, peu importe. Ou c'est le ministère de l'Intérieur de dire, je le mets en prison, en gros. Cette personne-là est dangereuse et donc, comme elle a eu tant de délits, hop, je la mets en prison. Et s'il y a un risque de récidive de machin, et en effet, elle est destinée aux soins psychiatriques pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un psychiatre dise, oui, je pense que le patient est maintenant bien, il n'est plus sociopathe et donc il est plus dangereux pour la société. Et ce qu'oublie justement ce tweetos qui vient de dire oui, excellente décision, c'est que ces mêmes usagers qui étaient très dangereux en voiture, j'ai un chiffre au hasard, peut-être 1% des conducteurs, même si je pense que c'est à Paris, même à Paris, qui est une ville, on va dire, un peu sauvage, c'est beaucoup moins, peut-être 0,5% de gens psychiquement en difficulté, on va dire ça comme ça. Ces gens-là ne vont plus utiliser leur voiture et vont utiliser des trottinettes ou des vélos. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, la circulation en trottinette, à vélo a énormément augmenté. Donc il y a en effet eu une sorte de déversement des voitures vers ces mobilités. Et donc maintenant, on voit des gens à 2 ou à 3 sur des trottinettes électriques qui sont soit en location, soit des trucs débridés. On en voit sur le périphérique parisien qui roulent à 70 km/h. On en voit en ville qui roulent sur les trottoirs à 40-50 km/h. Mais des trucs totalement hallucinants. Et on a vu cette année les premiers accidents vraiment très sévères, parce qu'il y a eu des morts, de personnes à trottinette, mais qui ont tué, notamment, je pense à cette famille italienne, qui a été tuée parce que les gens ont fait n'importe quoi. Et voilà. À Montreuil, ils testent les quartiers apaisés. Vous connaissez? Oui, on connaît. Lors du dernier rassemblement, on est allé jeter un œil à Montreuil. En fait, on a fait rapidement demi-tour, en fait. On peut pas circuler dans Montreuil. Donc, on allait voir. On a vu qu'on pouvait pas rentrer. C'est pareil. Tant pis, c'est con, parce que faire des emplettes à Montreuil, c'est sympa. Tant pis pour eux. C'est pas de l'argent qui rentrera dans les caisses. Mais
Mais pareil, il faut faire attention à ces mots, soit mobilité douce ou quartier apaisé, etc. Ce sont des mots, il faut pas utiliser les mots, ce sont des mots vraiment idéologiques, très subjectifs. C'est simplement un quartier ou une rue qui est interdit aux voitures, aux véhicules motorisés. Ça n'a rien d'apaisé, parce que ça dépend des gens qui sont dedans. Évidemment, il y a plein de rues piétonnes qui théoriquement sont apaisées dans le sens où il n'y a pas de voiture, mais où c'est n'importe quoi. Baladez-vous dans certaines rues piétonnes le soir, on va dire à partir de 22-23 heures. Euh, c'est pas du tout apaisé. Et c'est même très loin de ça. Et c'est pareil, même rue de Rivoli, avec les trottinettes qui font n'importe quoi sur le trottoir, que ce soit rue de Rivoli, avenue des Champs-Élysées. Dites-vous bien que avenue des Champs-Élysées, qui est quand même théoriquement une avenue prestigieuse, c'est tellement n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, que la mairie de Paris a décidé de brider les trottinettes électriques sur cette avenue-là et réfléchit à les interdire parce qu'il y a des courses, c'est totalement hallucinant, hein. Mais bien Il y a sûr. des courses de trottinettes électriques. Mais bien sûr. De C'est toute n'importe façon, quoi. vous prenez n'importe quel quartier, n'importe quel